Merci. Je vous en prie. Merci à vous tous d'être si nombreux. Et croyez que je reçois avec un bonheur incommensurable l'accueil que vous me faites. Je salue non seulement ceux qui sont ici, mais ceux qui, hélas, n'ont pu y entrer et se trouvent soit dans une salle à côté, soit ont dû rester dehors. Et puis, tous ceux qui nous regardent à cet instant sur nos réseaux. Et puis, tous ceux qui nous regardent à cet instant sur les chaînes de télévision qui accomplissent leur devoir civique en nous permettant de nous exprimer devant tous les Français qui le souhaitent, ce qui n'est pas le cas du prétendu service public. Nous aurions été sans doute encore plus nombreux si nous avions eu la salle assez grande pour cela. Eh bien, oui, nous aurons l'heure de notre grand rassemblement et je prends dès maintenant le rendez-vous avec vous qui sera celui de notre campagne en plein air, au grand jour, sous la lumière du ciel, qui pour demain se lèvera peut-être pour si longtemps, si bellement, si joyeusement, celle de la victoire. Ce ciel, ce sera celui du 20 mars, une fois de plus, célébrant l'anniversaire de la glorieuse insurrection de la Commune de Paris, qui est notre mère commune. Que disent nos rassemblements? Eh bien que oui, nous avons besoin de faire une démonstration de force. Et d'abord à nous-mêmes qui sommes si souvent éclatés et dispersés dans la vie. Dans nous. Merci. C'est réciproque. Nous qui avons besoin de puiser en nous-mêmes de la force. Nous qu'on voit de nouveau aux cohortes innombrables, après tant d'humiliations, tant de combats parfois perdus, mais toujours relevant la tête, toujours disposés au combat, toujours prêts au don pour les autres, pour la gloire de l'humanité universelle à laquelle nous ne cesserons jamais d'appartenir et de nous sentir en pleine osmose. Nous venons montrer au pays pour lui redonner du courage, alors qu'il est plongé dans l'obscurité de débats absurdes où l'on voudrait qu'ils se comptent l'un à l'autre pour des affaires de religion ou de couleur de peau. Nous venons dire et proclamer une grande fois de plus, non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage. La France, fière d'être indépendante, la France qui ne veut plus être le bagage accompagné des guerres insensées des États-Unis d'Amérique. La France qui croit à la République, non pas pour sempiternellement parler des forces de l'ordre, mais pour sa devise liberté, égalité, fraternité à tout être humain. Ce message, ce n'est pas à cette salle que nous l'adressons, car nous en sommes tous convaincus. C'est au pays pour qu'il se ressaisisse et prenne courage en lui-même. À ce moment, que venons-nous faire? Installer le Parlement de l'Union populaire, qui est la démonstration par ces hommes, ces femmes, que c'est possible avec le meilleur de ce qu'incarne la patrie républicaine. Scientifiques, syndicalistes, écrivains, acteurs, créateurs de toutes sortes. Voilà la France qui flamboie, crée, ouvre les chemins. Elle est capable d'incarner ce que nous lui proposons pour demain. Alors, oui, la France, à qui nous présentons notre carte d'identité. Au demeurant, dorénavant, le tableau est presque complet. Les trois familles sont là, les partisans du grand affolement à cause du grand remplacement, M. Zemmour, Mme Le Pen, M. Ciotti et quelques autres. Il y a les amis du grand démantèlement à cause du grand rendement qu'il faut opérer dans la société. Et puis, alors ça c'est Macron, Pécresse, vous faites la liste que vous voulez. Et puis, vous avez les partisans du grand changement, à cause
du grand épuisement des êtres humains et de la nature sous la pression du capitalisme financier qui est en train de détruire l'humanité, la biodiversité et la planète. Depuis hier, nous avons enfin un tableau complet puisque Mme Pécresse a surmonté et dominé ses 4 mauvais compères et elle a dit d'elle-même qu'elle était 1 tiers Thatcher, 2 tiers Merkel, ce qui ne laisse pas grand-chose de bon. Traduit en français, ça vous donne 2 tiers Macron, 1 tiers Zemmour. Son bilan, eh bien, il existe déjà, pour les jeunes gens qui ne le sauraient pas, notamment les 100 facs à Nanterre, qui ont appris que 40 étudiants qui ont le droit d'étudier ne peuvent pas s'intégrer à une communauté qui compte déjà 34 000 étudiants, vous voyez le débord que cela faisait, eh bien, ils peuvent aller dire merci à Mme Pécresse parce que c'est elle qui a inventé l'autonomie des universités comme ministre de M. Sarkozy. Elle a multiplié par 4 à la région Île-de-France les subventions à l'enseignement privé et divisé par 2 les crédits au logement social. Je vous en prie, réservez votre énergie, ça va durer 3 mois. Son programme est un festival réactionnaire, supprimer 150 000 fonctionnaires, amener la retraite à 65 ans, ce qui n'est pas très moderne, parce que ça la ramène au niveau où elle était quand on l'a créée en 1910, comme M. Macron. Elle propose 6 EPR, également comme M. Macron. Naturellement, l'un et l'autre savent comment les faire marcher, car le seul qu'on a commencé à construire a déjà 10 ans de retard, et personne ne sait le faire marcher. Mais eux, si. D'ailleurs, la preuve, ils en veulent 6 autres. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, mesdames et messieurs, cher Azedine, tu apprendras avec quelques autres ici, et beaucoup d'intérêt, que Mme Pécresse dit que lorsque l'on sanctionne quelqu'un par la voie de justice, il faudrait que ce soit plus sévère dans certains quartiers que dans d'autres. Autrement dit, votre adresse vaudrait circonstance accablante. Et comme elle prévoit un mauvais sujet que vous y résisteriez, elle n'hésite pas à penser que l'armée pourrait bien, après tout, participer à la répression qui s'impose. Quand j'ai proposé le blocage des prix, elle a dit « Ah, mais j'y suis hostile parce que je ne suis pas communiste. » Mais moi non plus. Et M. Rocard non plus, qui a bloqué les tarifs de l'essence, et même M. Macron, qui a bloqué le prix des masques qu'on ne savait plus produire en France. Je lui propose le débat, parce que le débat est l'oxygène de la démocratie. Parce que si vous voulez que les gens s'intéressent, si vous voulez qu'une campagne électorale soit une campagne utile et pas juste un combat entre des publicitaires et des experts avec des candidats qui répètent comme des moulins à prière et des pianos mécaniques ce qu'on leur a dit de dire, c'est-à-dire des éléments de langage, mais n'ont aucune espèce d'idée, y compris sur ce qu'ils sont en train de lire. Si vous voulez qu'une élection mette en appétit l'esprit et finisse par convaincre que la politique est la plus grande des noblesses qu'un être humain puisse avoir, puisque c'est le moment où, cessant de se préoccuper seulement de lui, ce qui est légitime, il commence à s'intéresser aux autres et aux solutions dont il découvre qu'elles ne sont bonnes que quand elles sont bonnes pour tout le monde et pas seulement pour quelques-uns. La démocratie est le chemin le plus direct vers le sentiment de l'égalité et vers l'aspiration à la fraternité. C'est pourquoi la liberté est un bien si précieux qui s'entretient par les idées, par le mouvement de la discussion et de la contradiction. Je veux débattre avec Mme Pécresse. D'abord, parce que figurez-vous que c'est pas si fréquent, elle a de l'humour. J'ai dit qu'elle était Mad Dalton parce qu'elle avait réussi à venir à bout d'Avril Barnier et de Joe Ciotti. Et elle a répondu, avec humour, « Ah ben non, moi ça serait plutôt Calamity Jane. » Je me suis renseigné. Cette Calamity Jane était l'avant-garde de l'infâme général Custer, qui assassinait les Indiens par paquet. Et donc je ne trouve pas de sa part que ce soit une référence qui ne donne pas à penser finalement. Alors pour elle,
j'ai un message d'un Indien à lui passer. Celui de Geronimo. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors, Madame Pécresse, on saura que l'argent ne se mange pas. Avant ça, nous avons fait une découverte. On connaissait, vous le savez, on connaissait autrefois les ennemis du peuple. Dorénavant, nous découvrons les ennemis du genre humain. C'est M. Zemmour. Pour une raison, mais attendez, laissez-moi démontrer. M. Zemmour nie qu'il y a un genre humain. Il dit, à la suite d'un penseur qui en 1796 combattait les nôtres, qui prétendaient que les êtres humains naissaient libres et égaux en droit, et qu'ils étaient semblables par leurs besoins, et du coup, dans le droit de chacun d'entre eux, à disposer des moyens d'accomplir ses besoins. Joseph de Maistre disait, comme Zemmour, « Il n'y a point d'hommes, d'êtres humains, dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, je sais même, dit-il, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, dit Joseph de Maistre, je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie. » Autrement dit, il n'y a pas une humanité universelle. Il n'y a pas l'universalisme comme horizon indépassable qui se présente devant nous et appelle nos efforts pour en réaliser les conditions. Car de l'universalisme auquel nous aspirons, en partant de la condition qui est la nôtre aujourd'hui, le chemin est long et entravé d'inégalités, de discrimination, de racisme, d'insupportabilité de l'un à l'égard de l'autre. C'est tout un chemin qu'il faut accomplir. Pouvons-nous avoir confiance dans ce chemin? Existe-t-il? Oui, la vie l'a démontré. Cela s'appelle la créolisation, comme nous l'a expliqué le poète Édouard Glissant. C'est-à-dire, non pas simplement le métissage qui vous fait aimer vos enfants par-dessus tout, quand bien même, et surtout peut-être, parce que c'est de votre couple qu'ils sont nés. La créolisation, c'est quelque chose qui représente le futur de l'humanité. Quels que nous soyons, quel que soit notre genre, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre religion, nous sommes appelés à un moment ou à un autre à aimer avec passion, parfois à détester avec furie, à nous asseoir à table avec ceux avec qui nous aimons nous trouver. Et alors commence ce moment magique où nos goûts deviennent communs, où nos pratiques deviennent semblables, et où nous sommes pleinement des êtres humains, sans que l'un domine l'autre, mais en ayant fait jaillir, comme le dit le poète, l'inattendu, cette surprise qui fait des Français le peuple dont le premier plat est le couscous. Et les plus gros mangeurs de pizza de toute l'Europe. Vous qui chantez ou qui écoutez du rap avec bonheur, vous connaissez ces mélanges de musique dont vous êtes dorénavant si friands et qui constituent pour une bonne part votre propre identité musicale, comme vous savez que chaque génération en a une. Eh bien, vous êtes dans la créolisation. La créolisation est l'avenir de l'humanité. C'est un bienfait. Ah, mais quand vous leur dites ça, les voilà quasi horrifiés. Ah, monsieur Mélenchon, dit monsieur Zemmour, nous on pense au joli doudou. Ah, c'est pas malin d'avoir dit ça. Mais vous nous proposez la burqa pour tous, imbécile. C'est pas le sujet. La créolisation, c'est cette création commune, pas autre chose. Et oui, c'est l'avenir de l'humanité. Mais je note que la créolisation vous dérange moins quand vous voyez sur toutes les vitrines, un peu partout, tout écrit en anglais. Mais là, ça fait moderne. Vous préférez, en définitive, la créolisation maîtrisée par les États-Unis d'Amérique à celle fabriquée par l'immense communauté francophone forte aujourd'hui de 320 millions d'habitants, dont toute l'énergie est en Afrique et dans le Maghreb.
Vous préférez ceux qui élisent à l'Académie française un auteur qui, certes, parle la magnifique langue espagnole, Vargas Llosa, mais qui est surtout un gros réactionnaire, qui a soutenu partout tous nos adversaires, alors qu'il n'a pas écrit un seul livre en français, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais trouvé confronté à la difficulté du maniement de la langue comme un outil pour dire la chose qui est si difficile à saisir et que la poésie, parfois elle-même, n'arrive pas complètement à exprimer. La langue est un outil et il faut avoir appris à le manier pour pouvoir participer au dictionnaire de l'Académie. Moi, je dis qu'il y a des dizaines d'auteurs francophones, dont certains sont sur cette scène, que je verrai plus volontiers à l'Académie française que ce Vargas Llosa. En définitive, vous n'aimez que votre caste. Alors, bon, dans tout ça, il nous en manque un, c'est M. Macron, qui, lui, fait le gars qui n'est pas candidat pour pouvoir abuser plus longtemps de la fonction. Eh bien, je lui dis que lui aussi, il doit avoir l'honnêteté pour faire vivre la démocratie, de venir dans l'arène, d'accepter de débattre, et notamment des sujets que je lui ai proposés, par rapport auxquels il n'y a jamais aucun débat dans ce pays. Et pourtant, la défense nationale, ça nous concerne tous, puisqu'il s'agit de la sécurité du pays. Ça nous concerne tous, puisque nous menons des expéditions absurdes dans le Sahel. Ça nous concerne tous quand ils décident de faire un état-major de l'espace sans qu'on ait discuté une minute, ce qui veut dire qu'on accepte la militarisation de l'espace et que donc toutes les installations à terre sont menacées d'être coupées. Ce qui nous interroge sur l'existence et l'utilité de la dissuasion nucléaire au moment où il faudrait peut-être passer à d'autres choses. Bref. Il doit accepter le débat. Il n'est pas au-dessus de la démocratie. Nous venons ici au milieu d'eux. Nous, on a dit, on est là. On est là. Après tout ce que vous nous avez fait, on est encore là. On est là et demain, on sera encore plus là. Vous allez le voir très bientôt si vous autres ne vous contentez pas de m'applaudir quand je parle ou d'autres, mais que vous faites le partage des tâches que suppose l'Union populaire. L'Union populaire n'est pas le congrès permanent de je ne sais quelle organisation de gauche. L'Union populaire, c'est l'union à la base, puisqu'il est impossible d'avoir l'unité au sommet, et que beaucoup ne la souhaitent pas, parce qu'elle se ferait au rabais, parce qu'elle se ferait dans le mensonge, parce qu'elle se ferait dans l'hypocrisie, et qu'alors plus nombreux seraient ceux que cela dissuaderait, que cela encouragerait. Voilà pourquoi ça ne s'est pas fait et que ça ne sert à rien d'aller d'un endroit à l'autre en pleurnichant et en gémissant. Ah, il faut qu'on soit unis parce que sinon on a perdu. Non, on n'a pas perdu. Au début aussi, on était peu nombreux et pas unis contre la peine de mort. Pas nombreux et peu unis pour défendre le droit des femmes aux élections, à l'IVG et ainsi de suite. Ce n'est pas le nombre qui fait la justesse d'une cause, c'est la justesse d'une cause qui finit par faire le nombre. La stratégie de l'Union populaire vous dit que puisqu'il n'est pas possible de faire l'unité au sommet, alors faites l'union à la base, comme ceux-ci sont en train de le faire. Et ils en ont un instrument. Cet instrument, c'est un programme, c'est lui qui nous réunit, c'est notre force, c'est la prunelle de nos yeux, c'est l'avenir en commun. Après, pour le reste, chacun pense, vit, agit, convainc comme il l'entend. On peut être de toutes les origines politiques, de la gauche et même d'ailleurs. On peut être de tous les genres, de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions, et avoir sa vision du monde à partir de là. Mais on a en commun un programme. Ce programme nous libère, ce programme rend notre parole plurielle possible, rend la diversité possible, parce que nous nous référons à lui et que c'est lui que nous déclarons comme un bien commun. Le programme est le centre, le cœur de l'identité de l'Union populaire. Alors après, bien sûr, que chacun d'entre nous s'interroge et se dise qu'il a une mission personnelle à accomplir, dont le mot m'est venu ce matin dans la réunion du Parlement. Quelqu'un a dit qu'il faut penser plutôt en termes de passerelles qu'en termes d'unité. Eh bien, quelles sont ces passerelles? Ces passerelles, c'est chacun d'entre nous. Comme l'a dit tout à l'heure Aurélie Trouvé, ici, vous êtes dans votre famille. Et dans votre famille, il y a de tout. Et on se prend comme on est,
Parce que ce qui compte, c'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on va faire ensemble. Le futur, c'est pas ce qui va arriver, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et alors, vous pouvez venir, rejoignez nos forces. Assez de jérémiades, assez de pleurnicheries, assez d'hésitation, au combat, à la conviction, à la main tendue aux autres. Mes amis, notre carte d'identité, c'est la rupture avec ce monde. Parce que il est temps de le faire. Il s'agit de passer d'un monde où, au sommet de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire au sommet de ce qui fait force de loi au bout du bout à tout instant, il y a aujourd'hui la concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire le saccage autorisé et encouragé de la nature, l'épuisement des êtres humains, leur anéantissement progressif dans des maladies sur lesquelles on ferme les yeux, comme le diabète, comme l'obésité, comme les maladies cardiovasculaires, qui toutes résultent de la malbouffe, qui elle-même est le produit d'une agriculture sauvage, qui elle-même est le produit d'une conception de l'organisation de la société où tout est marchandise et où le destin d'une marchandise, c'est de coûter moins cher. Coûter moins cher n'existe pas. Coûter moins cher coûte toujours à la nature ou aux êtres humains qui ont produit le moins cher. Coûter moins cher, c'est le saccage. Ah, mais si ça coûte plus cher, alors c'est qu'il faut se partager le moyen d'acquérir les biens d'une manière plus juste et stopper ce qui aujourd'hui est perçu comme un talent, une qualité en tout point admirable, au point que le chef de l'État le propose comme rêve pour la jeunesse. Être milliardaire, situation amorale, immorale, qui ne peut vouloir dire qu'une chose, avoir profité des autres. À cet ordre-là, nous voulons en substituer un autre, par le moyen du programme, par le chemin qu'ouvre le programme, par ses mesures concrètes, par ses plans qui vont être mis au point. Ce chemin, je l'ai décrit comme étant celui d'une société, de l'harmonie des êtres humains entre eux, où les uns ne dominent pas les autres, où les uns ne sont pas méprisés par les autres, où les uns ne se voient pas spoliés de tous les efforts qu'ils font par quelques autres. C'est l'harmonie entre les êtres humains et harmonie des êtres humains avec la nature. C'est-à-dire faire correspondre les cycles de la prédation humaine, de ce que nous prenons à la nature, avec les cycles de ce qu'elle est capable de reconstituer par elle-même. Et ce qui est vrai pour la relation de l'homme à la nature doit être vrai de l'être humain à l'être humain. Dans la relation, les cycles de la vie humaine avec les cycles de la production et de la société. Oui, il faut s'arrêter de travailler à 60 ans si l'on veut vivre plus vieux, plus longtemps et en meilleure santé. Oui, il faut réduire le temps de travail parce qu'on le peut, parce que la richesse globale de la société, à supposer que tout ça soit des richesses, a été multipliée par 50 quand le temps de travail a été divisé par 2. Alors cette économie de temps de travail, vous avez deux manières de la répartir. Soit la répartir en faisant travailler tout le monde moins pour travailler mieux et tous, ou bien vous la répartissez comme aujourd'hui. Les uns travaillent jusqu'à la mort et les autres restent dans le désœuvrement, la misère, la nécessité et voient s'enfoncer sans cesse le sol sous leurs pas. Il y a la répartition humaine voulue, organisée du temps de travail et la répartition sauvage à laquelle nous assistons et à laquelle nous ne faisons que commencer à assister. Car quand les mécanismes de l'intelligence artificielle vont arriver, là où autrefois on s'accommodait dans certains milieux assez facilement que les machines remplacent les hommes sans qu'il y ait de contrepartie pour ceux qui étaient autrefois sur les machines. Bien sûr que la machine est là pour soulager la peine du travailleur, de la travailleuse, évidemment. Et nous n'allons pas nous en plaindre. À la condition, bien sûr, que le temps gagné soit réparti. À la condition que celui qui vivait hier en faisant durement avec son corps le travail de la machine puisse continuer à vivre dignement des revenus de sa contribution à la vie de la société. Voilà l'idée générale. Que la machine remplace, que l'intelligence artificielle abatte les tâches intellectuelles
répétitive. Oui, mais vous êtes mis au pied du mur. Il faut changer la règle de répartition si vous voulez que la société soit vivable. Parce que ce à quoi nous assistons, c'est véritablement l'émergence d'une société invivable, parce que inhumaine. Dans la crise que nous venons de vivre, nous avons tout soudain, même si nous n'avions pas envie de le voir, pris conscience d'un certain nombre de limites. La première, c'est que tout le monde a compris qu'il n'y a pas d'autre question centrale qui explique les autres que la question sociale. S'il y a un virus, c'est parce qu'il est venu des animaux sauvages et qu'il est passé aux animaux domestiques hyper concentrés dans des élevages de masse. Pas un n'a été supprimé dans le monde, ce qui veut dire qu'après cette pandémie, vous en aurez d'autres derrière. C'est la raison pour laquelle, dans notre programme, nous n'attendrons pas 20 ans pour fermer les élevages extensifs. Ce sera tout de suite et dans des conditions qui soient personnellement supportables par les paysans, c'est d'accord. Mais la société ne peut plus supporter ça. Vous le voyez encore une fois, une épidémie de crise aviaire qui commence, ou dans un élevage où il y a 160 000 poules. Vous appelez ça un élevage? On appelle ça une usine, on appelle ça un martyrologue pour ces pauvres poules. Aucun d'entre nous ne peut imaginer qu'on traite des animaux sensibles dans des conditions pareilles, sans hurler de rage et exiger que cela cesse. Parce que ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de la responsabilité du sommet de la conscience qu'est l'être humain face aux autres animaux, doués eux, comme nous, de sensibilité. Non, la cause des animaux ne peut pas se distinguer de celle du bien-être humain. Pas seulement parce que nous sommes prêts à faire subir aux uns ce qu'on fait subir aux autres, mais parce que c'est la négation de la responsabilité de la conscience humaine face à la biodiversité. Si nous sommes les organismes vivants les plus avancés en conscience et les plus élevés dans l'échelle de ceux qui peuvent comprendre, alors notre responsabilité à l'égard de tout le vivant est entière, elle est holiste, elle concerne tout et tout le monde. Nous sommes responsables de tout. Vous avez tous compris ça. Mais apparemment pas eux. La COP26 est une catastrophe. Des paroles et encore des paroles. Si elle continue, et elle va continuer, nous aurons le réchauffement qui va faire disparaître environ 10 000 îles, Younous. C'est ça? Voilà. Ça veut dire que des milliers d'êtres humains n'auront même plus leur pays, il est sous l'eau. Et que nous-mêmes, nous allons être rattrapés par cette montée des eaux sur la centrale de Gravelines, sur la centrale du Blayais, c'est-à-dire sur des centrales nucléaires. Eh bien, non seulement ils ne font rien pour prévoir ce qui va arriver dans pas si longtemps que ça, et qui est totalement prévisible, mais ils veulent renforcer le nombre des installations nucléaires dans le pays, y compris celles qui ne savent pas faire marcher. Et puis, ils vous disent hypocritement, « Ah, vous n'aimez pas les éoliennes devant chez vous? Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre une centrale nucléaire de petite taille. » Voilà le discours qui est censé nous rassurer. Mesdames et messieurs, s'il arrive, pour notre malheur, qu'il se passe quoi que ce soit à la centrale de Gravelines, il faudra quitter Lille, Roubaix, Calais pour 10 000 ans. S'il arrive quoi que ce soit à la centrale nucléaire qui est en amont de la capitale, il faudra évacuer 12 millions de personnes et ne pas revenir dans le secteur avant 20 000 ans. La question du nucléaire n'est pas une question idéologique. Nous ne sommes pas en train de discuter si nous aimerions ou pas. La question est que le danger existe et que plus ces centrales avancent dans le temps, que 17 d'entre elles ont dépassé la limite des 40 ans, alors nous sommes dans la zone du danger. Et tout à l'heure, vous m'avez écouté, j'ai dû faire ma phrase rapidement en vous disant « La menace dorénavant vient de l'espace, parce que la guerre est entrée dans l'espace. » C'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour les autres. Nous sommes des cibles. Nous présentons 58 cibles à portée de tir de l'espace. Voilà pourquoi on ne peut pas continuer comme ça. Les jeunes gens et les autres, de tous âges, des écoles d'ingénieurs, les ingénieurs, femmes et hommes en exercice, savent par quels moyens ils vont trouver la solution pour aider la patrie républicaine à se tirer de ce danger et à produire la quantité d'énergie dont elle a besoin sans faire courir le risque de mort à toute la population et à la destruction du pays.
Je crois que pour l'horaire, je suis perdu. Ma montre me dit qu'il est 3h15. Ça, c'est pas possible. Et lui, il me dit qu'il est 30h. Bon. Non, ça veut dire 30 minutes. Très bien. Alors, voilà pour la rupture écologique. Voilà ce que j'ai voulu dire. Et je ne veux pas barguigner. Je ne veux pas tourner autour du pot. Si vous m'élisez, je ferai ça. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que ça. Tout le reste est une folie. Mettre des petits réacteurs dans tout le pays, continuer ce modèle agricole qui commence par tuer les paysans eux-mêmes, qui sont les plus malades, les plus atteints par les pesticides qu'ils diffusent, et qui en sorte empoisonnent tout le monde. Ils ne le veulent pas. Il faut arrêter, rompre, passer à autre chose. Nous avons besoin de 200 000 paysans pour avoir une agriculture bio partout, qui fasse que dans toutes les collectivités, toutes les cantines soient bio, pour que les enfants du peuple, comme ceux du sommet de la société, puissent manger de la même manière, d'une manière saine, qui ne compromette pas leur santé pour le futur. Et pourtant, ils viennent de revoter la politique agricole commune, qui est une calamité pour le modèle agricole que nous voulons. Ils continuent, rien ne les arrête. Voyez-vous, ce que je crois être la leçon la plus importante de ce que nous avons sous les yeux, c'est que ce système est devenu dangereux pour une raison à laquelle nous n'avions pas pensé dans le passé. Ce système est incapable de se corriger, même devant le danger de mort. Autrefois, on disait de l'URSS qu'elle était incapable de corriger ses erreurs, nonobstant ce qu'elle apportait à sa population, parce qu'elle n'avait pas de démocratie. Et que, ce qui est vrai, comme il n'y en avait pas, alors c'était difficile pour les bureaucrates de toutes sortes de se corriger eux-mêmes. Et ma foi, chacun pensait qu'il continuait ce qu'il faisait, puis que c'était l'autre qui devait s'arranger avec les problèmes. C'est vrai. Et ce système est mort de ça, de l'impossibilité pour le peuple de s'impliquer dans son destin commun, dans les nouvelles conditions économiques qui étaient celles particulières du système socialiste. Mais dorénavant, le capitalisme, que fait-il? Pire. Non seulement il n'est pas capable de se corriger parce qu'il veut prolonger ce qui est, pour que chaque bureaucratie, chaque caste continue à accumuler. Mais ce qui est pire, c'est qu'ils font de l'argent, beaucoup d'argent, avec les conséquences des catastrophes qu'ils déclenchent. Autrement dit, il y a une crise sanitaire qui désorganise le commerce mondial, désorganise la production, désorganise les échanges, mais de tout ça, ils font de l'argent parce qu'ils ont continué à s'enrichir pendant la crise sanitaire. Et ceux-là même qui prétendaient y apporter une réponse par un vaccin ont réalisé sur la base de la diffusion de la maladie des profits absolument considérables, appropriés d'une façon privée, qui ne retourneront jamais dans la recherche médicale et pharmaceutique. Savez-vous que les 3 grosses entreprises qui vaccinent ou qui proposent des vaccins accumulent chaque seconde 1 000 $ de profit? Comment voulez-vous qu'un système qui profite si heureusement des dégâts qu'il occasionne par le biais des zoonoses s'arrête de le faire? Pourquoi s'arrêterait-il? Ils savent comme nous qu'en maintenant les élevages hyper intensifs, d'autres pandémies sont à l'œuvre. Je ne veux pas vous faire peur, mais des virus qui sont chez les animaux sauvages transmissibles après mutation par des animaux domestiques parqués dans les systèmes que je vous ai décrits, il y en a. Je préfère pas vous dire le chiffre, sinon vous allez vous trouver mal. Nous allons donc vivre dans l'ère de la pandémie permanente aussi longtemps que nous ne mettrons pas un terme à la cause des pandémies. Mais réfléchissez encore plus profondément. Voyez, ils ont provoqué le désastre, mais ils auraient pu l'empêcher d'une certaine manière. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Sanofi, qui était autrefois l'orgueil de l'industrie pharmaceutique française, étant la partie chimique qui était liée à une très grande entreprise nationalisée et privatisée pour le bonheur de tous, comme chacun le sait depuis. Cette entreprise a renoncé à analyser la famille des coronavirus en 2004. Il y avait des chercheurs qui travaillaient là-dessus. Ah là, vous travaillez là-dessus, qu'est-ce que vous cherchez? Vous ne savez même pas quoi. Et puis qu'est-ce que vous allez trouver? On ne sait pas quoi. Vous n'avez pas une petite molécule pour empêcher les cheveux blancs de ne pas devenir jaunes quand on les lave? Ça prend moins de temps et c'est plus sûr, il y a plus de clientèle.
Ils ont donc décidé en 2004 de cesser d'étudier les coronavirus parce que ça prenait trop de temps à faire entrer quelques produits que ce soit sur le marché. C'est donc le capitalisme qui n'a pas pris et qui a été empêché de laisser se développer les solutions avant que les problèmes que le capitalisme crée ne surgissent. Et c'est encore lui qui est incapable de trouver la solution après l'avoir déclenchée. Donc oui, c'est vrai, notre régime, ce dont le programme L'Avenir en commun est l'outil, c'est un programme de transition d'une société dominée par l'argent, l'exploitation des êtres humains entre eux et de la nature sans limite, à une autre société que nous ne savons pas nommer à cet instant, dont j'ai parlé tout à l'heure en parlant d'harmonie, mais qui, par la planification écologique, mais qui, par la règle verte, mais qui, par la réduction du temps de travail, est forcément une autre société. Laissons à la génération qui prendra la suite de nos travaux après que nous ayons appliqué le programme L'Avenir en commun, le soin d'inventer ce que sera cette suite. Ne nous prenons pas pour ces prophètes qui, dans le passé, en politique, ont tellement fait de dégâts en prétendant avoir tout prévu jusqu'au moindre boulon. Laissons ouverte la porte de l'avenir, mais ouvrons-la. Il faut d'abord l'ouvrir pour qu'elle puisse être ensuite ouverte à la disposition de la génération suivante. C'est une rupture avec ce système de la gestion de la crise sanitaire. Ah, écoutez, c'est toujours la même histoire. Vous avez toujours les scrogneux qui sont là. Chaque fois qu'on prend une décision autoritaire, ah, c'est bien, bon, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et puis vite, s'il vous plaît, dans le Conseil de défense, comme ça on ne discute pas, on ne réfléchit pas, on n'a pas le temps. Ils ne savent pas qu'ils sont les héritiers lointains de ces criminels qui couraient sus aux nôtres, l'arme au poing en criant « Ah ben l'intelligence, vive la mort ». Ceux qui ne croient pas à la démocratie, ceux qui ont peur du débat, ceux qui ont peur de la durée du débat, sont ceux qui ne croient tout simplement pas à la communauté humaine. Parce que la communauté humaine, depuis qu'elle existe, elle est faite de ça, d'échanges, de mélanges, de discussions, d'engueulades. Et à la fin, ça la conduit au seuil de la sagesse. La sagesse consiste à savoir qu'aucune solution ne présente que des avantages, que toutes ont des inconvénients, que toute solution est provisoire, que demain on en trouvera peut-être une meilleure. C'est pourquoi l'État républicain est toujours un État laïque. Il ne se réclame d'aucune vérité éternelle. Il accepte la relativité du moment. Il accepte l'humilité de la décision incomplète ou mal pensée. Et c'est ça dont nous nous réclamons. Voyez-vous, quand je regarde comment est gérée cette crise sanitaire, ah, j'ai peur pour beaucoup d'entre vous. Vous avez oublié, bon sang, la période où vous n'étiez pas obligé de montrer votre carte d'identité à tout bout de champ dans la rue. Autrefois, ce n'était pas permis. Il y avait des zones où on disait « vous n'avez pas le droit de la réclamer plus loin ». On ne peut pas faire de contrôle d'identité à plus de 100 mètres d'une gare. Je me rappelle, j'étais là. Après, ça a été 200 mètres. Et puis maintenant, c'est partout. Et petit à petit, s'installe une société du contrôle permanent de tout le monde. C'est tellement vrai qu'on continue à me dire « ah, le pass sanitaire, c'est une mesure plus dure ». Non, c'est une mesure plus stupide. Ce n'est pas pareil. Pourquoi ? C'est un pass sanitaire, hein. Mais pourquoi? Parce que ça vous fait croire que vous n'êtes plus en danger. Parce que pour l'avoir, vous avez été vous faire vacciner, ce que pour ma part je trouve raisonnable puisque je l'ai fait. Pour moi-même, pour diminuer le risque, mais je ne suis pas fou. Je sais très bien que pour autant, je peux contaminer d'autres personnes et je peux moi-même être contaminé. Mais pourtant, cette espèce de passe-partout est demandée partout. Vous allez voir un coup, passe sanitaire. Un plat de couscous, passe sanitaire. Tu vas regarder une expo, passe sanitaire. Tu montes dans le train, passe sanitaire. Tu descends du train, passe sanitaire. Putain, c'est là que tu ramènes les microbes. Et ainsi de suite. Avec ordre, contre-ordre, en fonction de ce que les têtes d'œufs ont trouvé dans leur bureau. Un seul élève, on ferme toute la classe. Une seule classe, on ferme toute l'école. Il y en a un qui vient, qui dit « Attends, il n'y a plus personne. » Ah bon? Non, on a changé d'avis. Finalement, personne ne part. Le masque, ça sert à rien. Oui, ça sert à quelque chose. Non, ça sert à rien. Les tests, ça sert à rien. Oui, ça sert à quelque chose. Non, ça sert à rien. J'en profite pour que cette réunion soit utile à faire entendre un message. Il faut à tout prix
avant que se célèbre le plus grand rite républicain de l'année française, c'est-à-dire la trêve des confiseurs et ses 2 réveillons, que les tests redeviennent gratuits pour que chacun puisse en responsabilité, vacciné ou pas, aller à la fête de famille. Mes amis, ne craignez pas de paraître trop rebelles. Ceux que vous avez en face de vous sont des menteurs et des hypocrites. Chaque fois que je vais quelque part, on me dit « Monsieur Mélenchon, pourquoi ne dites-vous pas ouvertement qu'il faut être vacciné? Pourquoi ne faites-vous pas ci, ne faites-vous pas ça ?» Et vous avez les successeurs de Torquemada, cette cléricature qui est là pour vous dire ce que vous devez faire et ne pas faire, et comment vous devez vous comporter pour leur plaire, qui est là sur votre dos. Mais les mêmes, quand vous leur dites « mais je suis vacciné, foutez-moi la paix », je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Mais par contre, moi, je demande avec mes camarades dans le monde entier qu'il y ait libre accès au vaccin pour que tout le monde puisse être vacciné. Et alors, où vous êtes là, à ce moment-là? Où vous êtes? Vous êtes avec moi, avec Lula, ou bien avec les autres, avec M. Macron, pour dire qu'ils ne permettront pas que les brevets soient levés? Tant et si bien que, comme l'a excellemment dit le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre qu'on ne combat pas un incendie à moitié. Et que si c'est important que ça, vous devez comprendre, n'en déplaise à M. Zemmour, que l'humanité est une et indivisible dès lors qu'elle échange et qu'elle commerce entre elles. Moi, je ne suis pas venu ici entretenir entre nous des querelles sans fin. Surtout celles sur lesquelles, après tout, pourquoi serais-je obligé de donner un avis? Depuis quand? Parce qu'on est un responsable politique, on devient premier prix Nobel de médecine en virologie, spécialisé dans tous les problèmes, ce n'est pas vrai. Je dis seulement ce qui me paraît raisonnable, ce qui me paraît cohérent à un moment de la lutte et ce qui peut nous rassembler, parce que c'est raisonnable et cohérent, et parce que moi, je ne me moque pas de vous. Je ne suis pas en train de vous dire des choses qui changent d'une semaine à l'autre, et je vous montre à chaque fois qu'on peut faire autrement. On y a réfléchi. J'ai eu le bonheur de naître dans le Maghreb. Et à l'époque, il y avait des pandémies quasi permanentes et on faisait attention. On avait tous des gestes simples tous les jours. On mettait du permanganate de potassium pour nettoyer nos légumes avant de les manger. Tout le monde faisait ça. Les gestes barrières, on en faisait. Eh bien, il faudra vivre avec des gestes barrières. Il faudra vivre en faisant attention. Mais pas en transformant toute la société en une immense caserne contrôlée sans arrêt par une petite poignée de donneurs de leçons inefficaces et ineptes. Ceux qui ont fait un fichier général des Français devaient s'expliquer. La CNIL leur a demandé à quoi bon, pourquoi faisait-il ce fichier. La CNIL, c'est la Commission nationale qui s'occupe des fichiers. Oui, parce que dans ce pays, c'est encore pas permis de faire ce qu'on veut comme on veut et de croiser les fichiers. Heureusement. La CNIL a demandé une première fois. Les autres se sont dit, la CNIL, on s'en fout. Comme le Parlement, on s'en fout, c'est pas pour s'occuper de la CNIL. Eh ben, qu'est-ce qu'elle dit, la CNIL? Voyez notre conseil de défense. Ah ben, c'est secret défense, donc personne ne parle. Voilà. Le problème est réglé. La CNIL a demandé 2 fois. Eh bien maintenant, c'est mon tour de les mettre au pied du mur. C'est votre tour. Alors, vous nous avez tous fait passer par la case passe sanitaire. On l'a fait, on n'est pas toujours content, mais on l'a fait. Eh bien maintenant, montrez-nous que ça a servi à quelque chose. Puisque c'est ce que vous demande la CNIL. Pas moi, Mélenchon, pas vous, la CNIL. Donc une organisation que vous devez respecter. La rupture avec la gestion de la crise sanitaire rend encore plus nécessaire que jamais le renouveau démocratique auquel nous aspirons. Voyez-vous, après tout ce qui s'est passé, la crise sanitaire, ce que je viens de dire, cette catastrophe des mois durant, à parler de sécurité, d'immigration, de religion, qui sont des problèmes complètement secondaires, au lieu de parler des problèmes essentiels. Ça fait 10 ans que ça dure. À toutes les élections, on se tape les cases que je viens de nommer. Et pour quel résultat? Ils ont voté 50 lois sur ces 3 sujets. 50 lois, c'est-à-dire une tous les 7 mois. Et vous avez remarqué, comme ça va beaucoup mieux depuis, c'est un cataplasme sur une jambe de bois. Ce n'est pas là que se trouvent les problèmes. Et vous avez besoin maintenant
de réconcilier le peuple français avec lui-même, non pas par des bons sentiments et des bonnes phrases, mais d'une manière active, concrète, en promulguant une nouvelle constitution dont le peuple sera l'auteur, et non pas je ne sais qui. Ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, nous savons que le niveau des destructions sociales qui ont eu lieu dans ce pays sont tels qu'il faut dorénavant tout reconstruire. L'hôpital public que 180 000 personnes ont quitté tellement il est dévasté, mais dont nous venons de recomprendre à quel point il était indispensable et à quel point la santé est un bien commun. Quand il y en a un qui est malade, il faut le soigner parce que sinon tous les autres deviennent malades. Et pas que dans un pays. Ils ont saccagé l'école. C'est le crime majeur. Pour chaque génération, l'école a été le moyen honnête de voir ses enfants faire mieux que soi et peut-être s'ouvrir d'autres portes pour le futur. Et quelle fierté pour l'enfant qui a bien travaillé ou essayé de le faire et qui revient à la maison avec le diplôme, chargeant d'orgueil et de fierté toute la famille, ici et au bled, comme moi, quand j'ai été le premier bachelier de ma famille. L'école, c'est la noblesse de robe de chacun d'entre nous. C'est l'école qui nous rend meilleurs. C'est l'école qui nous permet de nous émanciper, c'est-à-dire de nous libérer du pire de tout, les préjugés, le racisme, mais aussi l'ignorance qui vous enferme, l'ignorance dont il faut libérer le plus grand nombre possible. L'ignorance qui vous tient enfermé et parfois honteux parce que vous la connaissez. Parce qu'il y a dans notre pays 3 millions de personnes illettrées. Illettré ne veut pas dire analphabète, illettré ne veut pas dire stupide. Souvent, quelle énorme richesse humaine est perdue parce qu'on ne sait pas où la dire, où l'écrire. Comme il est difficile d'entrer en contact avec les autres quand on a de la difficulté à lire. L'école est le premier pilier de l'édifice républicain parce que plus on disperse du savoir et plus il y en a. C'est pas comme l'argent. Reconstruire l'école, reconstruire l'hôpital. Alors, écoutez, assez de phrases et de tortillis. Si vous croyez que M. Macron va vous reconstruire l'école, il le fera comme il vous a reconstruit l'hôpital, c'est-à-dire en cassant tout et avec cette machine de propagande incroyable qui fait que se creuse de plus en plus un gouffre entre ceux qui disent et ceux qui pâtissent. Ceux qui vous disent tous les jours que le chômage est en train de s'arranger, qu'il ne reste plus que 3 millions de chômeurs alors qu'il y en a 6, qui vous disent que la situation du pouvoir d'achat des gens a progressé alors qu'il y a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, alors qu'il y en a 300 000 qui sont sans toit, alors qu'il y en a 400 000 qui n'ont plus l'électricité ou l'eau. Ils vous disent tout ça pour pouvoir faire en sorte qu'à la fin, vous disiez chacun individuellement, c'est de ma faute. Ah, si je n'avais pas fait ci. Bref, leur grand mot d'ordre, c'est qui est responsable de la pauvreté? Les pauvres. Qui est responsable du chômage? Les chômeurs. Et ainsi de suite. Sans cesse culpabiliser, faire intérioriser pour couper le chemin de la lutte commune et de la juste revendication du partage de la richesse. Et si vous n'avez pas bien compris, on fera de vous la France qui a peur. Peur de tout. Peur du voisin à cause de sa couleur de peau. Peur de l'ami à cause de sa religion. Peur de tout. Peur de l'insécurité. Bien sûr qu'elle existe, mais là aussi vous faites votre choix. C'est telle et telle insécurité, mais 565 personnes qui meurent sur leur poste de travail tous les ans, ça ne vous défrise pas. 1200 personnes qui meurent, c'est-à-dire plus que des homicides, ça ne vous dérange pas. Et quand vous avez les féminicides en chaîne comme ceux que nous avons vécus ces temps derniers, jusqu'à ce qu'on vous ait mis la tête dans le seau pour que vous arriviez à comprendre que beaucoup d'entre eux auraient été évités si on avait pris à temps les mesures au moment de l'accueil des femmes qui venaient déposer des plaintes, les mesures au niveau du tribunal pour le jugement. Alors
les meurtres n'auraient pas eu lieu. Reconstruire la justice, parce que nous le ferons nous, et comprenez bien qu'il y a toujours un plan dans leur tête. Ils saccagent l'hôpital public pour que vous alliez à la clinique privée. Ils saccagent l'école publique pour que vous alliez à l'école privée. Ils saccagent la justice pour que vous acceptiez l'arbitrage, l'arrangement, le contrat, plutôt que la justice. Et une société dans laquelle la justice n'est plus en état de faire son travail est une société qui s'abandonnera au vendetta et à la vengeance. Et nous, républicains, républicaines, nous ne sommes pas les partisans de la vengeance, mais de la justice. Et pour qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait les moyens de la justice. Vous êtes prévenus. Si je suis élu, il y aura une loi d'urgence sociale. Ceux qui ont beaucoup gagné pendant la crise devront beaucoup payer pour la réparer. Les prix de première nécessité seront bloqués. Le SMIC sera augmenté, ainsi que les minima sociaux. Et nous mettrons aussitôt, pour la rentrée suivante, les milliards qui sont disponibles, à condition d'aller les chercher là où ils se trouvent. C'est-à-dire pas dans vos poches. Nous avons besoin, pour régler le plus grand de tous les défis, auxquels aucune autre génération n'a été confrontée avant nous, qui est celui de la précipitation de la crise climatique et de ses conséquences. Aucune génération avant nous n'a eu un problème comme celui-là à régler. Il faut faire vite pour prendre les mesures qui nous permettent de faire face. Pour ça, nous avons besoin de femmes et d'hommes, ouvriers hautement qualifiés, capables de produire les machines, de les entretenir, de les réparer, de les inventer, de les rénover, de les adapter. C'est la raison pour laquelle nous devons produire par centaines les femmes et hommes ingénieurs capables de faire ce travail, par milliers les ouvriers hautement qualifiés, bacheliers professionnels, brevets de techniciens supérieurs, DUT, c'est-à-dire toute cette branche que l'élite économique et intellectuelle de cette société méprise à plein gosier parce qu'elle ne la connaît pas, parce qu'elle ne sait pas que 50% de la jeunesse de la patrie est dans cette filière. Alors oui, j'annonce que de l'université au lycée professionnel, tout le monde bénéficiera d'une allocation d'études de 1 000 € par mois pour faire des études. Pour faire des études, apprendre vite, bien, correctement. Je vous ai dit que ce système était incapable de se corriger. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu tourner autour du pot. Oui, nous sommes la famille de la rupture. Oui, nous ne considérons pas que le capitalisme est un système indépassable. Nous, on n'a jamais dit qu'on allait abattre le capitalisme en 694 mesures dans le programme L'Avenir en commun. Mais ce qui va changer du tout au tout, c'est la direction dans laquelle on va. Pour aujourd'hui, vous allez dans la direction de l'école privée, vous allez dans la direction de l'hôpital privé, vous allez dans la direction de la justice privée, vous allez dans la direction du saccage de la planète. Tout sera privé, et alors vous serez privé de tout, comme le slogan a raison de le dire. La direction qui va changer, c'est priorité à l'intérêt général humain, priorité à la paix, priorité au développement des intelligences, parce que nous faisons par-dessus tout le choix de l'intelligence. Et moi, je ne suis pas là bondissant sur la scène à vous dire l'innovation, il faut réindustrialiser, blabli, blabla. C'est pas ça le sujet. C'est comme l'agriculture. Nous, il n'y aura plus de ministère de l'Agriculture. Il y aura un ministre de la production alimentaire, voyez-vous? C'est-à-dire quelqu'un qui s'occupera de faire en sorte qu'on ait dans nos assiettes ce dont on a besoin et que ce soit de bonne qualité. Eh bien, de même, on ne va pas dire il faut réindustrialiser. Non, ce n'est pas le sujet. Nous allons gouverner à partir des besoins. Non pas à partir de la marchandise moins chère, mais à partir de ce dont ont besoin nos contemporains, ce dont a besoin la nature pour que nous la traitions avec assez de respect pour qu'elle continue à supporter notre existence et notre écosystème. Gouverner à partir des besoins. Gouverner à partir des besoins, c'est tout changer. Et voilà le chemin sur lequel vous vous trouverez.
Sans doute, pour ma part, et quelques autres dans cette salle, n'en verrons-nous peut-être pas tout à fait le bout. Mais si, après qu'on ait bien travaillé, nous, la jeune génération s'en occupe encore plus sérieusement et encore plus vigoureusement, peut-être que nous aurons le temps de voir tout ça à bonne distance et dans de bonnes conditions, car maintenant, il faut faire vite. Voyez-vous, l'harmonie dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai des amis qui sont assez intransigeants avec moi, ils ont raison, mais pas trop, hein, et qui me disent « ton truc de l'harmonie, qu'est-ce que tu fais des intérêts qui se combattent ?» Bonne question. Est-ce que, Mélenchon, tu nous proposes, avec tes camarades, là, un monde idéal où tout le monde s'aimerait et partagerait sans qu'on ait besoin de lui tordre les bras? Alors non, ce n'est pas ça que je dis. L'harmonie avec la nature, vous l'avez compris tout à l'heure, les cycles de la prédation dans le cadre des cycles de la nature. L'harmonie des cycles humains, vous avez tous compris, c'est une affaire de conditions de travail, de durée du travail et de rémunération du travail. Mais l'harmonie à laquelle nous pensons plus profondément, je cherchais une image, je cherchais un exemple. C'est pas facile, que pour chaque discours, il faut trouver des exemples. On a cherché, alors on avait trouvé Victor Hugo. Bon, Victor Hugo, d'accord, enfin, pas vraiment un socialiste, hein. Non, mais on l'aime beaucoup, on le cite sans arrêt, bon. Et on a trouvé finalement une parole de femme. Louise Michel. L'harmonie dont je vous parle, c'est cette forme de travail commun où l'effort de l'un s'ajoute à temps à celui de l'autre. Quand on tire une charge, quand on pousse une charge, quand on fabrique un objet qui passe d'une main à l'autre, selon le talent et la poste de travail de l'un ou de l'autre. Cette harmonie de l'effort humain, cette mise en cadence commune qui unit l'action politique et l'action syndicale, l'action des intellectuels qui nous font l'honneur de nous rejoindre et qui vont mettre en mots les choses que nous disons si maladroitement et qu'eux savent mieux que nous dire et intégrer au récit de l'expérience humaine. Écoutez ça, c'est Louise Michel. Elle était vaincue, elle, hein? Ben, elle est toujours là, comme nous. Et nous, on n'est pas vaincus. Elle dit « Je sens l'odeur âcre des flots. J'entends dans les voiles les orgues du vent. J'entends le branle-bas et le bruit des manœuvres. J'entends le coup de sifflet quand les matelots halent l'ancre, s'arrêtent et tiennent bon ensemble. J'entends le roulement rude du câble, le son des cuivres, les chants des matelots qui tirent au cabestan. L'harmonie, c'est la force sans laquelle il leur serait impossible de jeter ou de remonter l'ancre. C'est Louise Michel qui a parlé. Alors, vous allez participer maintenant, après cette course de fond qui a commencé il y a 1 an, avec la déclaration de ma candidature et le renfort aussitôt arrivé de 260 000 parrainages de citoyens, dans l'attente des 500 élus dont j'ai besoin pour que notre programme puisse participer à l'élection présidentielle, à une course de vitesse. Je vous connais tous bien. Avant le 10 janvier, il n'y a rien à tirer de vous. Vu que le 2 janvier, c'est le week-end précédent. Donc j'oublie. La semaine d'après, les gamins retournent à l'école et on se reconstitue en quelque sorte. Nous voici rendus au 10 janvier. Eh bien, ça fera pile 3 mois avant le premier tour de l'élection. C'est donc à partir de là un sprint. Il faut tous vous y mettre. J'ai dit qu'on avait un trou de souris devant nous. Moins. Mais pour y arriver, il faut pelleter. Et ça, je ne peux pas le faire tout seul. Ni eux tout seuls. Ni même vous tout seuls. Vous ici, ceux qui nous écoutent. Que chacun prenne sa part.
Il n'y a qu'un combat qu'on est sûr de perdre, c'est celui qu'on ne mène pas. Et celui qu'on mène, vous ouvrira des portes inouïes. Vous le découvrirez en cours de route, le nombre de ceux qui, dans le monde, sur d'autres continents, attendent de nous. Parce que pour eux, la France, ça ne sera jamais Le Pen, Zemmour, Macron. La France, pour eux, ça sera toujours Victor Hugo, ça sera toujours la devise de la République, et ça sera toujours nous, parce qu'ils nous connaissent, ils nous regardent, ils nous suivent, ils savent qui nous sommes. Et ils savent que si nous faisons rompre la chaîne du capitalisme mondialisé en France, alors elle craquera partout ailleurs. Voilà pourquoi ils déferlent contre moi cette haine que je vois partout, ces mépris. Aucun d'entre eux ne m'atteindra, ni eux non plus. Quoi qu'il arrive, ne baissez jamais la tête. Jeunes gens, quoi qu'il arrive, reprenez le drapeau s'il venait à tomber, et il ne tombera pas. Et vous tous, vive la République, vive la France, et surtout, vive la République, parce que sans elle, il n'y a pas de France possible.